Bien, merci. Merci aux organisateurs que je ne retrouve pas dans le public de m'avoir invité. Et ça me fait très plaisir d'être là. Je suis très content de pouvoir vous parler d'une problématique qui m'intéresse et qui, j'espère, va vous intéresser également. Ça me permet aussi, je me suis rendu compte à la pause, là je viens d'arriver ce matin, de revoir des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Donc c'est très très plaisant de ce point de vue-là. Donc l'exposé que je voulais vous faire aujourd'hui, déjà je voudrais autant que possible qu'il soit interactif, c'est-à-dire si vous avez des questions qui viennent en cours de route, etc., n'hésitez pas à les poser, n'attendez pas la fin, et puis je suis disposé à y répondre. Et pour ce qui est donc de l'exposé, donc je m'appelle Guillaume Fertin, je viens de l'Université de Nantes, je suis dans une équipe de combinatoire qui s'appelle Combinatoire et Bioinformatique. Une partie de l'équipe fait des choses plus appliquées, moi je fais partie plutôt de la partie un peu plus théorique. J'ai des activités un peu plus appliquées, mais je ne vais pas vous en parler cette fois-ci. Et pour ce qui est des transparents que je vais démarrer, je voulais remercier Christian Komisiewicz, qui est un collègue allemand de l'université de Iéna, et Florian Sikora, que peut-être certains connaissent, qui est au LAMSAD, pour certains des transparents. Donc s'il y a des jolis transparents dans l'exposé, c'est grâce à eux. Les moins jolis, c'est probablement les mieux. Donc je voulais vous parler du problème graphe-motif, qui est un problème qui est arrivé il y a une dizaine d'années, mais avant d'en venir là, je voulais mettre ça dans un contexte un petit peu plus général. Ce que je voulais vous dire également, c'est que moi je suis un algorithmicien, donc je vais vous parler énormément d'algorithmique, de complexité algorithmique, vous allez voir ça. Il y aura un petit peu d'aléatoire, mais je le réserve pour demain matin, comme ça j'essaye de capter des gens qui auraient du mal à se lever le jeudi matin. Et puis, pour le reste, voilà, beaucoup d'algorithmes. Donc, un truc qui est très fréquent et qui n'est pas lié uniquement au domaine de la bioinformatique, c'est la recherche de motifs dans un texte, c'est-à-dire qu'on vous donne un petit texte, une séquence en fait, qui est exprimée sur un certain alphabet qu'on appelle généralement sigma. Ce petit texte, on l'appelle le motif, il est de longueur m, et puis vous le recherchez dans un texte qui est largement plus grand. Le texte s'appelle T, il a n caractères. Donc l'usage typique, c'est celui-ci, où vous avez donc la taille du motif qui est nettement plus petite que la taille du texte, et vous savez peut-être que, ah oui, j'ai oublié de dire, il y a un certain nombre d'applications, dont la bioinformatique, mais pas que. Typiquement, sur votre ordinateur, quand vous êtes sur un éditeur de texte, vous faites CTRL F, c'est exactement ce qui se passe. Vous cherchez par exemple aléa au sein d'un texte qui fait 250 pages, et vous avez normalement toutes les occurrences de aléa qui sont surlignées au sein du texte. Alors là, j'ai considéré que l'alphabet, dans ce cas-là, était à peu près de taille 60-70. Je ne cherche pas forcément à aller dans les détails. J'ai pris les majuscules, les minuscules, quelques caractères particuliers. On peut monter à une centaine, c'est l'ordre de grandeur qui vous est donné ici. Et c'est quelque chose qui a été largement aussi utilisé sur les séquences d'ADN en bioinformatique, où là, vous avez un alphabet de taille nettement plus petite, les 4 fameux nucléotides A, C, G et T. Et éventuellement, vous pouvez faire la même chose sur des séquences protéiques, où là, les protéines sont exprimées sur un alphabet un peu plus large, c'est les acides aminés. Une protéine, c'est une séquence d'acides aminés. Vous avez, alors ça se discute, mais il y a 20 acides aminés, disons, classiques, et il y en a peut-être 2 ou 3 supplémentaires, mais tout le monde n'est pas d'accord pour les appeler des acides aminés. Donc voilà ce que ça donne, ça c'est hyper classique. Ce qu'on sait, c'est que le problème est polynomial, même quand on fait la recherche dite naïve, c'est-à-dire que vous faites une fenêtre glissante de votre motif le long du texte, et vous avez quelque chose qui est de l'ordre de m fois n, où m, encore une fois, est la taille du motif, n est la taille du texte. D'accord, vous baladez, vous posez le motif à l'indice 1 du texte, vous regardez si ça correspond. Au moment où ça ne correspond pas, vous passez à l'indice 2. Et si ça correspond jusqu'au bout, vous avez une occurrence existante. Évidemment, vous savez sans doute, pour ceux qui ont étudié ça peut-être auparavant, qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et dès les années 70, pour des questions de mémoire enfin, la mémoire, disons, dans les ordinateurs dans les années 70 n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il était urgent d'avoir un truc qui soit meilleur que ça, typiquement linéaire, donc quelque chose qui soit de l'ordre de grand N,
de petit n, pardon, et vous avez les algorithmes classiques, j'en ai cité 2 là, mais il y en a d'autres, hein, Rabin, Karp, Knut Morris-Pratt, Boyer-Moore, etc. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un collègue de Rouen qui s'appelle Thierry Lecros qui fait énormément de choses là-dessus. Il a sorti plusieurs livres sur l'algorithmique du texte, avec plein d'exemples, avec des implémentations en C, et en particulier, l'URL que je vous mets là, c'est un des livres qu'il a publié il y a quelque temps et qui apparemment est libre de droit puisque vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc ne vous en privez pas puisque c'est gratuit. Bien. Et en fait, tout ceci, c'est pas exactement ce qui va m'intéresser. Je vais m'intéresser... ah oui, alors ça, j'ai eu la faiblesse de penser que peut-être certaines personnes dans cet auditoire ne connaissaient pas la notation grand O, mais je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Donc je vais passer ces transparents-là. Voilà. Ah oui, aussi, je voulais mettre un algorithme, donc j'ai écrit un algorithme, je crois que c'est le seul qui sera parmi les transparents, c'est l'algorithme naïf de recherche. Et on a bien du grand O de Mn si on fait le calcul. Bon, je passe. En fait, ce qui va m'intéresser ici, c'est une sorte d'extension du problème, non pas à un texte, mais à un graphe. Alors, ce qui est intéressant en bioinformatique, c'est que quand il y a, disons, une quinzaine, vingtaine d'années, il y avait essentiellement, en termes de modélisation et d'objets produits par les biologistes, il y avait essentiellement les séquences, j'en ai parlé tout à l'heure. Au fur et à mesure, on a vu arriver des arbres, arbres phylogénétiques et d'autres types d'arbres. Et maintenant, on voit, enfin maintenant, depuis déjà une bonne dizaine d'années, on voit apparaître des... Alors, je vois pas très bien, mais je pense que la résolution est pas très bonne. Le graphe est pas très joli, mais c'est pas très très grave. On voit apparaître des graphes. Donc ça, c'est une image qui est généralement ressortie à chaque fois, donc je m'en suis pas privé non plus cette fois-ci. C'est le graphe d'interaction protéine-protéine de la levure Saccharomyces cerevisiae. Bien, alors c'est quoi? Je vais en parler, c'est déjà indiqué là. En fait, c'est un graphe qui est produit par une agrégation de ce qu'on sait dans la littérature, où chaque sommet du graphe représente une protéine d'un organisme, ici la levure, et 2 sommets sont en relation, donc sont reliés par une arête, quand il y a une interaction physique dans la cellule entre ces 2 protéines. Donc on obtient ce type de structure. J'ai mis une source ici, mais je ne sais pas si c'est la source primitive de ce graphe. En tout cas, sur ce site, il est indiqué que la taille du graphe, je vous l'ai indiqué également, c'est quelques milliers de nœuds, quelques milliers de sommets. Ça peut monter dans certaines espèces jusqu'à 8000, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Et puis, quelques dizaines de milliers d'interactions. Encore ici, c'est plutôt un petit réseau que je vous ai montré, un petit graphe. On peut atteindre 30 000, 40 000, 50 000. Voilà, donc ça vous donne un petit ordre de grandeur des objets ici, donc je répète, graphe d'interaction protéine-protéine, qu'on appelle également PPI. Il y a d'autres types de graphes qui sont arrivés, les réseaux métaboliques, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et ce qu'on souhaite faire, de la même manière qu'on recherche un motif dans un texte, on se demande si ce ne serait pas intéressant de rechercher un petit graphe qui représenterait le motif, dans un grand graphe qui serait l'équivalent du texte. Évidemment, tout de suite, ça pose des problèmes puisque c'est plus ou moins de l'isomorphisme de graphe qui est caché derrière. On va se rendre compte que ça ne marche pas très très bien. Donc voilà un petit peu la manière dont on pourrait le décrire, je viens d'en parler. Et évidemment, de la même manière que quand on recherche un motif dans un texte, la taille du motif est très petite par rapport à la taille du texte. Ici, la taille de ce que je vais appeler également le motif, mais il faut penser motif graphe, va être très petite en termes de nombre de sommets par rapport à la taille du graphe dans lequel on va effectuer la requête. Alors, généralement, pourquoi on fait ça? Parce que les biologistes ont étudié de la même manière que quand ils recherchaient dans les séquences d'ADN une petite séquence d'intérêt, c'est parce que cette séquence était par exemple un facteur de transcription, donc il va déclencher quelque chose. Donc si je le recherche dans ma séquence d'ADN, je me doute qu'après, les choses sont intéressantes. Là, c'est pareil, en fait, les biologistes connaissent un certain nombre de complexes, ça c'est ce qu'on appelle dans les graphes d'interaction protéine-protéine, on appelle ça des complexes, ou des pathways dans d'autres types de graphes.
Et ils connaissent donc une petite partie de ce qui se passe. Il semble pour eux que c'est intéressant. Il y a un certain nombre de fonctions qui sont associées à ce complexe et ils vont essayer de le rechercher dans le graphe d'interaction d'une espèce inconnue, par exemple. Alors j'en ai parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est un problème d'isomorphisme et donc ça s'appuie forcément très fortement sur la topologie du graphe et rien d'autre. Donc ça, c'est ce que j'ai repris. En fait, ce qui va m'intéresser ici, c'est quelque chose qui est apparu il y a une dizaine d'années, qui est plutôt de regarder la topologie, et on verra pourquoi on met un peu ça moins en avant. On va regarder plutôt les fonctionnalités des sommets. Donc les sommets sont des protéines dans le réseau d'interaction dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui veut dire que ces protéines vont servir à quelque chose dans l'organisme, à créer par exemple de l'énergie, et du coup c'est les fonctionnalités des sommets qui vont être intéressantes, et finalement si le graphe n'est pas exactement celui que j'ai sous les yeux, s'il ne correspond pas à mon motif, c'est pas forcément très très grave. Et toute cette histoire a démarré en 2006 dans un papier qui a été publié par Vincent Lacroix, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et dont je vais vous décrire maintenant tout un catalogue de résultats. Alors l'intérêt de faire ça, avant d'aller plus loin dans les détails, c'est que, éventuellement... Oui. Ton graphe, c'est des histoires d'interaction entre protéines, c'est ça? Ouais, ça peut être ça. Tu veux dire, je mets une arête entre deux protéines, si elles interagissent autour de ce genre. Oui. Mais comment est-ce que ce machin te donne une structure topologique du graphe, par exemple, comment est-ce que les arêtes s'entrecroisent ou pas? L'idée des interactions protéiques, c'est que c'est des interactions physiques, donc on peut mettre des arêtes à partir du moment où les protéines sont suffisamment proches les unes des autres, d'un point de vue géographique. Pourquoi est-ce qu'ils devraient se croiser? Comment est-ce que tu vas... Oui. Je n'ai pas plongé, on s'en fout. Topologie attend des sens structurés. Très bien. Voilà. Okay. J'ai rien dit. Il y avait une autre question au fond, non? Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le graphe induit. Quand tu parles de motif, je crois que tu parles de graphe induit. Alors je vais en parler dans un instant. Ouais. Donc l'intérêt de ne pas trop se fier à la topologie, c'est justement, comme on est dans a priori un domaine applicatif pour lequel les certitudes ne sont pas complètes, on va dire ça, c'est pas plus mal. C'est-à-dire que le motif d'intérêt pour le biologiste pourrait être pas complètement connu. Également dans le graphe, là, alors c'est les chiffres que j'ai en tête sur ce graphe-là, même si on ne le voit pas très bien, il y a une dizaine d'années, quelqu'un m'avait dit, en fait, on estime qu'il y a, alors je ne devrais pas le dire, ça a sans doute un petit peu progressé depuis, mais on estime qu'il y a à peu près, je crois, 10 à 15% d'arêtes qui y sont et qui ne devraient pas y être, et vice-versa, même à peu près même pourcentage. Donc ça veut dire que le graphe que vous avez sous les yeux est très bruité. On ne peut pas lui faire totalement confiance et la structure que vous avez sous les yeux, forcément, elle n'est pas nécessairement gravée dans le marbre. Donc on peut se dire que si on ne recherche pas exactement la même structure du motif à l'intérieur du gros graphe, à ce moment-là, on arrivera à capter des choses un petit peu meilleures. Et puis, il y a des choses assez classiques où, en fait, on a une espèce qu'on ne connaît pas très bien, mais dont on a le réseau d'interaction protéine-protéine. On peut aller faire des requêtes dans ce réseau pour essayer d'améliorer la connaissance. Donc, voici la façon dont ça a été modélisé dans l'article initial. En fait, j'ai dit on va se référer essentiellement, plus qu'à la structure du graphe, c'est-à-dire aux arêtes qui relient les sommets, on va s'intéresser aux fonctions des sommets. Et les fonctions vont être simplement codées par des couleurs. Donc à un sommet va être associée une couleur qui correspondra à la fonction de l'objet qui représente le sommet. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait un exposé qui ressemblait à celui-ci en moins étendu, et c'était des gens qui avaient l'habitude de faire de la coloration de graphes d'une manière, disons, théorique, et ils avaient compris quand je l'ai dit, donc j'ai dû mal m'exprimer, que le graphe était proprement colorié, sous-entendu que deux voisins n'avaient pas la même couleur. Mais là, l'histoire, c'est que en fait, c'est pas vous qui décidez, hein, c'est la nature, si je puis dire. Donc, il est totalement autorisé
que deux voisins, donc deux sommets reliés par une arête, aient la même couleur parce que ces deux protéines-là ont la même fonction, par exemple. Donc il faut bien garder ça en tête. Vous avez une instance graphe coloriée, mais cette instance, voilà, elle est ce qu'elle est, et vous ne pouvez pas trop décider de ses propriétés. Et ce qu'on va rechercher, en fait, au lieu de rechercher un graphe, maintenant, donc au lieu d'avoir, si vous vous souvenez, le petit graphe H qu'on va essayer de chercher dans le grand graphe G, on oublie le petit graphe H et on va simplement regarder les couleurs qui composent ce graphe. Et donc, le motif, maintenant, ce sera un ensemble de couleurs, et même plus largement, un multi-ensemble de couleurs, parce que je peux très bien demander 3 fois la couleur rouge, une fois la bleue, une fois la jaune, par exemple. Donc, le motif, c'est ça, mais dans le graphe dans lequel on va interroger ce motif, ça reste un graphe qui est sommé coloré. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver donc ce qu'on va appeler une occurrence de ce motif. L'occurrence du motif, eh bien, ce sont des couleurs qui correspondent à mon motif. Donc, il faut que je retrouve exactement les mêmes couleurs que celles qui sont dans mon motif. Mais je veux qu'en plus, quand j'extrais les sommets qui ont les bonnes couleurs de mon grand graphe, j'obtienne un graphe qui est connecté. Donc, le sous-graphe induit dont parlait Adeline tout à l'heure, c'est donc j'identifie des sommets dans mon grand graphe. Et le sous-graphe induit, c'est simplement je ne récupère que ces sommets, je garde les connexions qu'il y a entre ces sommets, tout le reste, je le jette. Donc j'essaye de retrouver des sommets qui correspondent aux couleurs de mon motif et dont le sous-graphe induit sera connecté. Et la connexité, c'est le seuil d'acceptabilité de la chose, c'est-à-dire si c'est pas connexe, je refuse, mais si c'est connexe même à minima, donc si c'est typiquement un arbre, j'accepte. Petite question, là, oui. Au niveau de la coloration, sur les énormes graphes que tu as montré avec plusieurs milliers de sommets, ouais. On va avoir tendance à avoir quand même pas mal de fonctionnalités, enfin, tu vas avoir énormément de couleurs. Ouais, alors là tu me coinces un peu parce que je ne sais pas exactement combien il y a de couleurs sur le graphe que j'ai montré par exemple. Mais moi je vais quand même changer énormément de choses, chercher oui. un petit peu de couleurs, si tu as beaucoup de couleurs dans ton graphe, si tu en as très très peu, que tu répartis un petit peu partout. Ouais, alors je vais y venir dans un instant parce qu'effectivement, une fois qu'on a le motif, on a les couleurs sur lesquelles s'exprime ce motif, donc on peut jeter toutes les couleurs qui sont dans le graphe et qui ne sont pas dans le motif, et travailler sur quelque chose de plus petit. Alors dans les cas pratiques, il y a eu quelques implémentations de ce problème. Généralement, effectivement, ça réduit, mais d'un facteur... alors l'article que j'ai en mémoire, c'est 5%, donc ça réduit d'un facteur 20 la taille du graphe. On ne récupère que 5% du graphe. Bon. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Tu cherches où il apparaît ou combien de fois il apparaît? Je vais y venir aussi. A priori, la question initiale, c'est une question d'existence. Est-ce que le motif existe dans mon graphe? Effectivement, une question qui pourrait se poser et bizarrement à laquelle peu de gens ont répondu, ou voire pas du tout, c'est comme dans la recherche de motifs dans un texte, c'est-à-dire donnez-moi toutes les occurrences qui existent. Alors ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans un texte, le nombre d'occurrences du motif est linéaire, tandis que là, le nombre d'occurrences du motif peut être largement exponentiel. Donc c'est peut-être pour ça que les gens s'y sont pas trop frottés. Mais c'est une très bonne question. La question générale, c'est une question simplement, un problème de décision, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Donc la modélisation, là vous voyez que je m'éloigne de plus en plus de la bioinformatique, c'est une modélisation très propre, trop propre même, hein, sans doute. Je reviendrai si j'ai le temps, mais ce sera demain, sur au moins un logiciel qui implémente certains des résultats dont je vais vous parler, et pour lequel on met un peu plus de souplesse que là-dedans. Mais le problème est le suivant, une fois qu'il est modélisé d'un point de vue algorithmique, donc j'ai un graphe qui s'exprime donc sur son ensemble de sommets V, son ensemble d'arêtes E. J'ai un ensemble de couleurs que j'ai appelé grand C, et évidemment une fonction de coloration de mes sommets, donc de V dans C, fonction de coloration, je ne sais pas si je l'utiliserai souvent, mais que j'appelle qui. Et je me donne un motif, j'en ai parlé tout à l'heure, le motif c'est un multi-ensemble qui est construit sur C. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est inutile d'avoir... Enfin, j'ai déjà préprocessé mon graphe d'une certaine manière, c'est-à-dire que là, j'estime que le graphe est déjà exprimé sur exactement les couleurs sur lesquelles s'exprime le motif. Pour éviter cette partie de pré-traitement. Et la question, donc, c'est existe-t-il
une occurrence de M, donc du motif M dans le graphe. Occurrence voulant dire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un sous-ensemble de sommets qui correspond exactement au motif que j'ai demandé. Et tel que, donc ça c'est le graphe qui est induit par V' dans le graphe G. Donc je prends les sommets V', je prends toutes leurs connexions qui sont dans le graphe G et j'extrais ça. Et il faut que ce graphe induit soit connexe. Donc voilà la question telle qu'elle a été posée dans le papier initial qui date donc de 2006. Oui, ça j'en ai parlé justement. Si jamais il y a plus de couleurs dans mon graphe que dans mon motif, j'élimine tout ce qui n'est pas dans le graphe et je repose la question telle qu'elle est posée ici, là-haut. Bien, alors un exemple tout bête. Là, ça fait partie des transparents qui ne sont pas jolis, que j'ai fait moi-même. Vous allez voir que c'est pas génial, mais bon. Le motif, il est là à gauche. Donc évidemment, mon graphe est tout petit, bien sûr. Le problème n'a pas l'air compliqué comme ça, et tant mieux, puisque c'est un exemple. Ici, c'est mon motif qui contient 2 fois la couleur bleue, 1 fois la couleur rouge et 1 fois la couleur jaune. Et vous avez déjà vu que le motif apparaissait dans ce graphe. Il apparaît même, il y a plusieurs occurrences du motif dans ce graphe. Si vous voulez savoir combien il y en a, je vous laisse compter. Je connais pas la réponse. Voici par exemple une occurrence, c'est-à-dire un ensemble de sommets, ceux que j'ai entourés. Et si je prends le graphe induit, c'est-à-dire je retire tous les sommets qui ne sont pas ceux que j'ai entourés, il est effectivement connexe, donc l'occurrence existe. Voilà. Alors comme j'en ai parlé tout à l'heure, les applications directes dans le papier initial, c'était sur les réseaux métaboliques, qui sont un autre type de réseau qui concerne des réactions métaboliques. Donc initialement, ça a été présenté sur ceci, et puis ensuite, il y a pas mal de gens qui ont appuyé aussi sur les réseaux d'interaction protéine-protéine. Et il y a aussi des implications, alors je ne peux pas trop rentrer dans les détails, ça je connais mieux que l'item que je ne vous ai pas encore présenté, des applications dans un certain type de problème de spectrum de masse, où on veut identifier des métabolites. Et c'est pareil, il y a des histoires de couleurs qui correspondent au poids des métabolites et on essaye de rechercher des motifs qui sont là des ensembles de couleurs pour essayer de retrouver le métabolite initial. C'est quelque chose qui a été initié par des Allemands en 2008 et sur lesquels on a continué à travailler un petit peu. Et voire même apparemment dans l'étude des réseaux sociaux. Alors ce papier-là, j'avoue ne pas l'avoir lu de manière complète, ça parle de réseaux sociaux chez les animaux. Donc si vous voulez en savoir plus, il est libre d'accès et vous verrez un petit peu de quoi ça parle. Donc voilà, c'est pour dire que ça va un petit peu au-delà de simplement l'étude des réseaux métaboliques ou PPI. Bien, alors pour faire un petit peu de la publicité sur ce problème, en fait, c'est un problème, donc, comme je vous l'ai dit, qui est apparu il y a à peu près 11 ans. Et puis, si on veut faire des métriques, je ne sais pas si tout le monde adore les métriques dans cette salle, peut-être que non, mais bon, voilà, j'essaye de trouver des arguments. Si on regarde dans Google Scholar, ce papier a été cité, alors j'ai regardé hier, précisément c'est 149 fois. Donc j'ai mis 150, j'espère que vous excuserez la majoration. Et voilà, ça fait à peu près 11 ans qu'il est sorti, donc ça fait une moyenne de 13-14 par an, c'est pas mal. Je sais pas, moi j'ai regardé, j'ai pas de papier qui a été cité autant de fois en 11 ans. Donc probablement qu'il y en a dans cette audience, mais je pense que c'est un beau score. Donc ça veut dire que ça a suscité quand même l'intérêt de la communauté, et pas seulement, évidemment là je vais vous parler énormément de problèmes et de résultats algorithmiques, mais pas uniquement. Il y a, je crois l'avoir dit, un certain nombre il y a un certain nombre de gens qui ont créé des logiciels qui répondent aux problèmes, et des problèmes plus larges également. En fait, il y en a une dizaine, mais les plus importants sont les 4 que j'ai cités là. Et évidemment, s'il y a eu à peu près 150 papiers sur le sujet, c'est qu'il y a des gens qui se sont amusés à inventer des variantes, et on pourrait se poser la question de savoir si elles sont toutes utiles, mais bon, ça c'est une autre question. Utile, pas dans le sens avec une application, mais utile pour la communauté. Et par contre, il y a des variantes qui sont intéressantes quand même. Typiquement, le motif que vous demandez, vous n'en êtes pas totalement sûr, même s'il est exprimé en termes de couleur. Donc vous pourriez demander un motif avec éventuellement des insertions et des suppressions. Encore une fois, si on fait le parallèle avec les textes,
On peut aussi faire ce genre de requête. Hein. Je veux le motif machin dans un texte avec autant d'insertion maximum, autant de suppression maximum. Donc il y a des choses qui ont été faites là-dessus. Je ne vais pas vous en parler ici. Il y a des gens qui remettent un peu en question la connexité en disant bah, si j'ai 2 composantes connexes au lieu d'une seule, j'accepte le motif. Ou si j'en ai 3, j'accepte le motif, etc. Donc on est un peu moins exigeant au niveau de la connexité. Et il y en a d'autres aussi, et puis évidemment vous avez la combinatoire de tout ça, puis il y a d'autres variantes que j'ai pas mises, mais il y en a d'autres aussi qui, à raison d'ailleurs, disent oui mais en fait cette protéine-là, elle peut avoir plusieurs fonctions en fonction du contexte, justement. Donc au lieu d'avoir une seule couleur par sommet, j'aimerais bien avoir une liste de couleurs, donc entre une et je sais pas combien, quelques-unes, qui vont correspondre aux fonctions de ma protéine. Bon, évidemment, on peut se douter que c'est pas plus simple, en particulier pour cette 3e version, que la version initiale où vous n'avez qu'une seule couleur par sommet. On va regarder ça tout de suite. Donc, ce dont je voulais vous parler à l'occasion de ce mini-cours, c'est justement les choses qui ont été réalisées en termes algorithmiques, encore une fois, autour de graphes motifs. Et ça me donnera l'occasion de mettre en avant un certain nombre de techniques de preuve, certaines qui vous sont sans doute déjà connues, peut-être pour tous, peut-être pour une partie d'entre vous seulement. Des techniques de preuve qui ont été inventées exprès pour ça ou qui ont été importées d'autres contextes. Et il me semblait que tout ça, ça faisait un panel qui pouvait vous intéresser. Et je voulais mettre en avant également, je ne l'ai pas mis là sur ces transparents, mais une méthodologie, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça méthodologie, en fait, une mise en avant d'un certain type d'algorithme dont je parlerai un petit peu plus tard. Alors, avant de rentrer dans les détails sur les premiers résultats, j'ai besoin de mettre en place quelques notations, mais qui ne sont pas forcément très compliquées. L'idée, c'est qu'on va distinguer en fait 2 catégories de problèmes. Le problème où mon motif est un multi-ensemble, donc multi-ensemble, ce que je veux dire, je vais le dire dans l'autre sens, c'est je vais distinguer le problème où le motif est un ensemble du problème plus général où le motif peut être n'importe quoi, donc un multi-ensemble. Donc quand le motif est un ensemble, donc M étoile c'est simplement les couleurs qui composent le motif, donc c'est un ensemble, M étoile, et quand M étoile est égal à M, on dit que le motif est colorful. Je vais garder la terminologie anglaise parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose de mieux, je suis ouvert à toute proposition. Donc on va dire que le motif est colorful s'il c'est un ensemble. J'ai entendu une proposition. Coloré? Ouais. Bon, ça m'arrange de garder colorful parce qu'il est partout sur les transparents, sinon je pense que je vais avoir des problèmes de divergence neuronale un peu compliqués à gérer. Bien, donc on va dire que le motif est colorful si c'est un ensemble, et puis on dit rien de spécial si c'est un multi-ensemble. Donc du coup, on peut, et on verra que ça simplifie évidemment un petit peu les choses, on peut s'intéresser à une variante plus contrainte du problème général, que je vais appeler colorful graph motif, où j'impose que le motif d'entrée soit un ensemble. Donc je l'appelle colorful graph motif, ou parfois CGM, pour que ce soit un petit peu plus court. Et puis cette notation-là, je ne vais pas m'en servir souvent, mais disons que mu de G et de C, j'observe une couleur C dans mon graphe G, et c'est le nombre d'occurrences de cette couleur dans le graphe, et le mu de G, c'est le maximum. Donc c'est la couleur, enfin c'est le nombre de fois où une couleur, j'ai mal commencé ma phrase, c'est le nombre maximum de fois où une couleur apparaît dans le graphe. Oups, je disais bon, j'y suis arrivé. Donc mu de G, c'est le nombre d'occurrences maximum dans le graphe d'une couleur donnée. Donc les premiers résultats, ça commence pas très bien. Et vous verrez que ça continue pas beaucoup mieux. Graphe motif, c'est NP complet, déjà quand on restreint la structure du graphe. Et déjà quand on prend un arbre, ce qui évidemment n'est pas le cas de mon réseau d'interaction protéine-protéine que je vous ai montré au début, qui est loin d'être un arbre, eh bien déjà ça marche pas. Ça marche pas au sens on ne connaît pas d'algorithme polynomial pour y répondre. Bien. Alors là, je vais quand même
faire un petit aparté sur la NP complexité. Bon, peut-être des choses que vous savez déjà, je vais passer vite, mais l'idée c'est que, en gros, on aimerait bien mettre les problèmes dans 2 paquets. Soit c'est polynomial, j'arrive à trouver un algo en grand O de n à la puissance c, où n est la taille de l'entrée, et c est une constante. Si c'est ça, je mets ça dans la classe P. Si j'arrive à démontrer, ce qui est en général assez difficile, si j'arrive à démontrer qu'aucun algo possible n'est polynomial pour répondre à cette question, bah, je le mets dans la classe, alors je ne sais pas comment l'appeler, la classe non P, enfin bon, une classe à part. Mais la plupart du temps, on est entre les deux, et donc c'est pour ça que NP complet a été inventé. Et NP complet, grosso modo, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est considéré comme étant la classe des problèmes les plus difficiles parmi ceux qu'on ne sait pas véritablement catégoriser. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails sur NP dur versus NP complet, je l'ai mis là, je fais exprès de ne pas en parler, parce que... bon, voilà. En revanche, ce qui va nous intéresser ici, en tout cas j'espère que ça va vous intéresser, c'est que pour démontrer qu'un problème est NP complet, il y a une façon de faire. Est-ce que je ne l'ai pas mis sur le transparent précédent? Je ne sais plus. Voilà, c'est les réductions. Alors voilà, c'est ça, je l'avais mis là. Un problème est NP complet si on peut réduire d'un autre problème NP complet. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire une réduction? Je vais juste faire un petit schéma à droite et puis on essaiera de le garder en tête. Alors d'abord, pour des raisons, je ne sais pas, de simplification et ou technique, les problèmes qu'on regarde sont des problèmes de décision. Donc c'est des problèmes pour lesquels on répond oui ou non. Alors ça m'arrange, enfin ici c'est pas trop compliqué parce que graphe motif c'est typiquement un problème de décision. Existe-t-il une occurrence du motif dans mon graphe? Et l'idée c'est qu'on prend un problème PB' dont on sait qu'il est NP complet. Et puis ce qu'on va faire c'est que on va prendre n'importe quelle instance de ce problème PB', et on va la triturer, la modifier pour qu'elle rentre dans mon problème d'intérêt. Mon problème à moi, il s'appelle PB. Donc je veux le transformer n'importe quelle instance de PB' en une instance que j'ai appelée spécifique. Bon, je ne sais pas, je vais le mettre comme ça. En une instance spécifique de mon problème PB. Il faut que la transformation ici se passe en temps polynomial. Parce que si l'idée, c'est justement de ne pas incorporer de l'exponentielle dans l'histoire, parce que sinon c'est foutu. Donc il faut que la transformation entre le problème d'origine et le problème d'arrivée, qui est mon problème d'intérêt, se fasse en temps polynomial. Donc pour l'instant, j'en suis là. Et une fois qu'on a fait ça, ben, il faut qu'on puisse démontrer qu'il y a une équivalence en termes de réponse entre mon instance du bas et mon instance du haut. Donc la réponse oui-non, à laquelle je m'attends pour mon problème PB sur l'instance I, doit être exactement la même que la réponse oui-non, que je mets en anglais bêtement parce que j'ai recopié sur le transparent, doit être la même que la réponse oui-non sur l'instance I' de mon problème PB'. Alors si j'ai réussi à faire ça, en quoi ça prouve que... Alors ça prouve que PB est NP complet, j'ai réduit, c'est ça la réduction, j'ai réduit depuis PB' vers PB. Bah, PB est NP complet, ça sous-entend que, en fait, enfin cette réduction sous-entend que PB est au moins aussi dur que PB'. La raison en est que si PB était polynomial, donc si j'étais capable de résoudre PB en temps polynomial, du coup je serais capable de résoudre PB' en temps polynomial en passant par là, puis par là. Je réduis, je transforme n'importe quelle instance de PB'. En temps polynomial, j'obtiens une instance de PB, pour laquelle, si jamais PB était polynomial, j'aurais une réponse en temps polynomial, et sachant que c'est la même, j'ai aussi une réponse en temps polynomial pour mon instance I' sur PB'. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, bah, PB est au moins aussi dur que PB', et du coup, PB' étant NP complet, PB, on le met aussi dans la catégorie NP complet. Donc c'est ce que j'ai mis là, et du coup c'est pour ça qu'on pense, enfin on dit que NP complet c'est la classe des problèmes les plus difficiles. Alors je pense qu'il est inutile de vous dire qu'on ne sait pas si, enfin
On ne sait pas si les problèmes NP complets sont polynomiaux ou s'ils ne le sont pas. Si jamais on trouvait un problème NP complet et qu'on prenait un problème NP complet et qu'on démontrait qu'il était polynomial, tous seraient polynomiaux et donc le monde entier, en termes d'algorithme, serait polynomial. Est-ce une bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais bon, ça c'est une autre question. Généralement, le consensus, c'est que les problèmes NP complets ne sont pas polynomiaux. En tout cas, en l'état actuel des choses, tous les algorithmes connus pour résoudre les problèmes NP complets sont exponentiels. Donc on est embêté avec ça, parce que justement, si je reviens sur mon résultat, voilà, qui est là, bah, dès que mon graphe est un arbre, mon problème est NP complet, donc ça veut dire que quel que soit l'algorithme que je vais mettre en œuvre, sauf à démontrer P égale NP, quel que soit l'algorithme que je vais mettre en œuvre, il va tourner en temps exponentiel, en la taille des données. Et Ouais. la taille du motif, c'est considéré comme un paramètre. Enfin, la taille du problème ici, c'est l'instance du graphe dans laquelle tu cherches. Alors, la taille du problème, tu peux considérer que c'est le nombre de sommets du graphe requête, puisque de toute façon, son nombre d'arêtes s'exprime en fonction du nombre de sommets, c'est du n carré au maximum, et le motif, de toute façon, a une taille qui est plus petite que la taille de ton graphe. Et ce que je veux dire, c'est que le résultat de l'amplitude, c'est pour des motifs de taille quelconque, si tu fixes la taille du... Alors, on va y venir. Bon, pour les spécialistes, ceux qui ont envie d'aller voir, la réduction n'est pas très compliquée. Elle est obtenue de ce problème-là. Bon, très bien. J'en ferai une autre après, mais qui sera un peu plus simple, parce que le problème d'origine est plus connu, on va dire. On peut remarquer, si on observe la réduction, que en fait, quand on passe de l'instance I' à l'instance I qu'on a là, donc du problème graphe-motif, fait que, dans la réduction qui est proposée dans le papier initial, le motif qui est proposé n'est pas colorful. C'est un multi-ensemble, ce n'est pas un ensemble. Donc, on peut se poser la question, est-ce que quand le motif est colorful, c'est un petit peu plus simple? Alors, la réponse est non. Sauf si vous pensez que P égale NP, évidemment, dans ce cas-là, tout est simple. La réponse est non. Il a été démontré la chose suivante, c'est que même sous ces contraintes-là, qui sont quand même extrêmement fortes, colorful graph motif reste NP complet. Les contraintes en question, c'est encore une fois que le graphe hôte soit un arbre, qu'il soit de degré max 3 et que 3 couleurs au plus apparaissent, enfin que la multiplicité des couleurs dans le graphe soit au plus 3. Oui. C'est simple, avec Régine, on a un algorithme linéaire. Si l'arbre il est régulier, je comprends rien. Je parcours l'arbre, et puis à chaque fois il a un nombre borné de voisinage. Et puis je les teste tous. Ça marche pas ça? Je comprends pas. La taille du motif. La taille du motif. Bah, alors, je vais peut-être mettre la preuve et puis après on en rediscutera, effectivement. Ouais. Guillaume, là, ça répond un petit peu à la question de Gilles tout à l'heure. Là, nécessairement, le motif que tu cherches, il est gros, il est d'ordre de taille que... Ouais, absolument. Donc c'est peut-être aussi, ça va peut-être aussi avec la question qui est posée là. Oui, effectivement, dans ce type de réduction, on va le voir. De toute façon, je vous mets la réduction là dans les deux transparents qui viennent. Le motif qui est demandé, effectivement, va être gros. Je me souviens plus exactement, mais probablement proportionnel au nombre de sommets total du graphe. Alors, la réduction, elle se fait depuis un problème de type SAT. Donc, je suis revenu un petit peu aussi sur la définition des problèmes SAT, donc je ne sais pas si c'est utile d'en parler pendant longtemps. Vous avez, pour le problème SAT, une formule booléenne qui s'exprime sur un ensemble de variables. Les variables, je les ai appelées x1, x2, xn, et vous avez un certain nombre de clauses que vous construisez à partir de ces variables. Ensuite, l'idée, c'est de mettre ça sous la forme normale conjonctive, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une clause, les variables sont reliées par des ou, et entre les clauses, il y a des liens logiques qui sont des et puis vous obtenez un truc qui, par exemple, alors mon exemple, encore une fois, est tout petit, mais il m'arrange parce que c'est celui que j'utilise dans ma réduction. C'est une expression SAT qui s'exprime sur 3 variables avec 3 clauses, donc vous pouvez regarder, pour ceux qui connaissent déjà ce qui est demandé après,
qu'elle est satisfiable. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. C'est pas bien dur, si vous mettez tout à vrai, c'est gagné. Donc voilà. Ouais, pour être sûr qu'on parle des mêmes choses, ce que j'appelle une variable, c'est un des éléments de mon ensemble de départ, x1, x2, xn. Et un littéral, eh bien, je lui affecte le côté positif, xi, ou le côté négatif, non xi. Donc le littéral, c'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, bah voilà, donc là, j'ai le littéral x1 bar, etc., etc. Et ce qu'on veut, c'est satisfaire cette formule, donc c'est-à-dire donner une valeur soit vrai, soit faux à chacune des variables, de telle manière que l'expression totale, phi, soit satisfaite. Et pour qu'elle soit satisfaite, sachant que phi est exprimé en forme normale conjonctive, ça veut dire que je suis obligé de satisfaire chacune des clauses, puisqu'elles sont reliées par des « et » logiques. Mais à l'intérieur d'une clause, il suffit qu'il y ait une variable qui la satisfasse et c'est gagné, puisqu'elles sont reliées par des « ou » logiques à l'intérieur d'une clause. Donc encore une fois, si vous mettez tout à vrai, ben, par exemple x1 satisfait cette clause-là, puisque en mettant x1 à vrai, j'aurai la totalité de la clause qui est satisfaite, x2 satisfera celle-là, et de nouveau x1 satisfera la troisième, et c'est gagné. Donc vous avez même une liberté sur x3 ici, vous mettez x1 à vrai, x2 à vrai, vous mettez x3 ce que vous voulez, ça marche. Alors le problème est évidemment NP complet, c'est un résultat assez ancien qui date des années 70. Évidemment, il faut penser à des formules booléennes de très grande taille, parce que celle que je donne en exemple, c'est pas bien dur de la résoudre. Donc avec des milliers de variables et des dizaines, voire des centaines de milliers de clauses. Il y a des tas de gens qui réfléchissent à ces questions-là et qui produisent des choses très bien pour y répondre en temps rapide. Ce qui m'intéresse, c'est une version assez contrainte, mais qui va me permettre d'avoir une réduction qui fonctionne bien, de SAT. Alors 3SAT, c'est assez classique, c'est moi qui l'ai appelé 3SAT-X, parce qu'il y avait tellement de contraintes derrière, je ne savais pas comment l'appeler, donc je me suis dit, c'est pas vraiment 3SAT, c'est 3SAT plus un petit quelque chose, donc je l'ai appelé comme ça, mais ça n'a rien de... C'est pas une notation classique, hein, disons, ce truc-là. Elle existe peut-être, mais je la connais pas. Donc 3SAT, déjà, 3SAT indique que le 3, c'est la taille maximum d'une clause. Donc chaque clause possède au plus 3 littéraux. Et ensuite, les deux contraintes supplémentaires vont faire que je vais arriver à faire des choses, notamment un graphe avec des degrés pas trop grands. Donc chaque variable va apparaître dans au plus 3 clauses et chaque littéral va apparaître dans au plus 2 clauses. Alors si on reprend mon exemple, ça marche, c'est-à-dire que, évidemment, vous voyez que ici chaque clause est de taille 3, donc ça répond à la première contrainte. Chaque variable, par exemple x1, apparaît dans au plus 3 clauses. Il se trouve que là, chaque variable apparaît exactement dans 3 clauses. x1 apparaît 3 fois, x2 apparaît 3 fois, et x3 pareil. Et chaque littéral apparaît dans au plus 2 clauses. Il se trouve qu'ici, il y en a toujours un qui est négatif et 2 qui sont positifs, ou l'inverse. Donc x1 apparaît positivement 2 fois, négativement 1 fois. Donc le littéral x1 apparaît 2 fois. Le littéral x3 bar apparaît 2 fois. Donc cet exemple-là correspond à cette variante-là. J'ai oublié de le dire, non, c'est marqué. Cette variante-là reste NP complète. Donc même quand on contraint pas mal les instances d'entrée, ça reste NP complet. Et ça va m'intéresser de regarder cette variante-là parce que ça va me permettre de faire une réduction. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais partir de n'importe quelle instance de ce problème, 3SAT-X. Donc cette instance, c'est une formule booléenne qui vérifie les contraintes qui sont marquées là. Et partant de n'importe quelle instance, je dois construire un graphe et un motif. Et mettre des couleurs sur mon graphe aussi, j'ai oublié de le dire. Donc on part d'un problème qui est de nature logique booléenne, donc qui a priori n'a rien à voir avec les graphes, et puis on va tordre ça, pétrir le problème et le mettre dans un problème de graphe. Vous allez voir que ce n'est pas très très compliqué, j'ai juste fait un dessin ici. Vous reprenez, donc je le fais sur un exemple, mais c'est une procédure qui va évidemment fonctionner sur n'importe quelle instance. Vous reprenez ici la formule phi, et vous construisez l'arbre qui est ici en faisant la chose suivante. En fait, vous mettez d'abord un nœud par variable. Donc si vous avez n variables, vous créez le chemin 1, 2, 3 jusqu'à n. Ici, j'ai 3 variables, donc je m'arrête à 3. Je duplique ces nœuds verticalement.
Donc j'ai 1 qui va sur 1', 2 qui va sur 2', 3 qui va sur 3'. Et en dessous, je vais coder mon expression phi, justement, parce qu'il faut qu'elle soit codée d'une certaine manière dans mon graphe. Mon expression phi, je vais la coder de la manière suivante. Sous 1, je vais mettre la variable x1, mais 2 fois, et je vais penser très fort ici, x1 est à vrai, et ici, x1 est à faux. Je leur ai mis le même nom parce qu'en fait, ça va être leur couleur. Je vais associer le nom de la variable à la couleur. Donc ces deux sommets ont la même couleur qui se trouve s'appeler x1. Et puis sous le x1 qui correspond à vrai, je vais mettre les clauses dans lesquelles le littéral x1 apparaît. Donc la clause numéro 1, c'est 1. Et puis la clause numéro 3, c'est 3. Pareil ici, ça correspond au littéral x1 bar. Donc dessous, je vais mettre la clause dans laquelle x1 bar apparaît, c'est 2. Et puis je vais faire pareil pour la deuxième variable. Je vais faire pareil pour la troisième variable. Donc ça, c'est la construction de mon graphe. Les couleurs, elles sont données, en fait, c'est les identités qui sont déjà à l'intérieur des nœuds. Donc sur le premier niveau, j'ai les couleurs 1, 2, 3 jusqu'à n. Sur le deuxième niveau, j'ai les couleurs 1', 2', 3' jusqu'à n'. Là, j'ai les couleurs qui se répètent, x1, x2, x3. Et j'ai aussi des couleurs qui se répètent au niveau des clauses. Et vous voyez que la couleur, le nombre d'occurrences maximum d'une couleur, c'est 3, puisque les clauses sont de taille 3 maximum. Donc la clause C1 ne pourra apparaître que 3 fois. Elle contient la variable x1, la variable x2, la variable x3. Donc elle apparaît une fois sous x1, une fois elle est là sous x2 et une fois sous x3. Ça va être pareil pour C2 dans mon exemple, ça va être pareil pour C3 dans mon exemple. Donc j'ai bien ici un graphe qui est un arbre. J'ai bien un degré maximum qui est égal à 3. Et j'ai bien une couleur qui apparaît au plus 3 fois dans ce graphe. Alors effectivement, derrière, il me reste à construire le motif qui est très gros. En gros, c'est presque tout le monde, sauf que je veux éliminer une des occurrences de x1, x2, xn. Donc là, le motif que je demande, c'est toutes les couleurs du haut, toutes les couleurs 1', 2', 3', une seule occurrence de chaque couleur x1, x2, x3, et puis une seule occurrence des clauses. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à démontrer que si j'ai une réponse positive pour l'expression booléenne, j'aurai un motif dans mon graphe qui est connexe, et vice-versa, si j'ai un motif connexe, enfin si je retrouve ce motif de manière connexe dans mon graphe, à ce moment-là, je trouve une affectation vrai-faux à chacune des variables qui va satisfaire mon expression. Alors on peut le voir, j'ai pas mis vraiment de preuve derrière, mais si jamais, donc si on le fait dans le sens descendant, donc si jamais j'ai une affectation des vrais-faux des variables qui satisfait mon expression phi, ça veut dire qu'il y a au moins, dans chaque clause, au moins un représentant qui va faire que la clause est satisfaite. Donc j'élis un représentant, si par exemple je mets tout à vrai, là j'ai 3 représentants, je vais supposer que c'est x1, mon représentant principal. Et ce que je vais faire, du coup, je vais aller chercher le sommet qui correspondait au littéral x1 dans sa variante positive, parce que j'ai mis x1 à vrai. Ayant vu ça, je vois que je peux satisfaire grâce à x1, c1 et c3. Et puis ce x1-là, je vais le supprimer, et du coup, le c2 va être déconnecté, donc je ne peux plus utiliser ce machin-là. Et puis si je fais pareil avec x2, sur la deuxième clause, j'élis un représentant, ici, il n'y en a qu'un seul. Si j'ai tout mis à vrai, c'est x2. Donc je décide de prendre le x2. Je m'aperçois qu'en dessous, il y a C1 et C2, donc il faut que j'en choisisse un parmi les deux, là, puisque je ne peux en prendre qu'un, mais peu importe. Je peux le faire arbitrairement, c'est connexe. Et je continue comme ça. En gros, j'enlève le littéral qui correspond à quelque chose qui ne satisfait pas la clause. Et généralement, dans les réductions, le plus dur, c'est de montrer dans le sens inverse, mais il se trouve qu'ici, cette réduction est tellement simple que c'est pas très très compliqué. Si vous avez un motif connexe qui contient toutes les couleurs C1, C2, Cm et toutes les couleurs x1, x2, xn, ça veut dire que vous allez pouvoir... chaque clause est reliée à ce qui correspond à une variable dans mon graphe. Et comme le tout doit être connexe, forcément, je peux identifier, par exemple, si l'élément connexe m'est donné par cette partie-là, eh bien, je sais que le C2 peut être satisfait par cette version-là du x1 qui correspondra au x1 bar. Et donc, je peux dire, à ce moment-là, je mets x1 à faux. Donc, en fonction du sommet que je garde dans mon motif connexe, si c'est celui de gauche, je mets à vrai. Si c'est celui de droite, je mets à faux. Et ça va marcher.
Oui. Alors du coup, quel est le rôle de la duplication de 1, 2, 3 en infinité? Alors, c'est un résultat un peu ancien. Le rôle, c'est, je pense, pour assurer un degré qui va être égal à 3. Parce que si on ne duplique pas ici, au milieu, on va avoir un degré 4. Si tu avais relié ici par un chemin qui traverse. Donc c'est juste un gadget, une astuce pour diminuer encore le degré de l'arbre qu'on observe. Bon ben voilà, donc une réduction. Je sais plus ce que j'ai mis là. Oui, c'est ce que j'ai mis, voilà. Donc c'est l'explication que j'ai donnée. Donc le sens dit trivial, c'est du haut vers le bas. Le sens du bas vers le haut est dit ici, mais c'est résumé en une demi-phrase, j'y reviens pas. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est le théorème précédent dont je viens de parler, avec sa réduction. Alors, on se dit, ok, donc ça marche pas quand G est très restreint. Ça marche pas, donc quand c'est un arbre, c'est déjà NP complet. Le degré max, ça marche pas non plus. Ça marche pas quand il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais on n'a pas trop regardé le motif, effectivement. La question, c'est si le motif est... Quand les couleurs n'apparaissent pas beaucoup, tu veux dire. Oui, pardon. Ça marche pas quand le nombre max d'occurrences de couleurs est petit. Ici, 3. Oui, je suis d'accord. Donc, une des questions qu'on peut se poser, on essaye de trouver un truc qui marche, quoi. Donc, on se dit, OK, on va prendre un multi-ensemble, mais dans lequel il n'y a pas beaucoup de couleurs. Eh bien, ça marche pas non plus. Même si, alors bon, là c'est pareil, on n'est pas obligé de rajouter ça, mais en faisant la construction, on s'aperçoit qu'on peut la transformer un peu pour que le graphe soit biparti, même s'il est de degré max 4, et même si vous n'avez que 2 couleurs, disons blanc et noir dans votre motif, mais ces couleurs se répètent beaucoup de fois hein, dans le motif, à ce moment-là, ça reste NP complet. Avec la même réduction, mais pas le même graphe, puisque le premier était pour des arbres, tandis que là, on n'a pas des arbres. C'est des graphes bipartis de degré 4, mais qui ne sont pas des arbres. Bien. Alors, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais terminer là-dessus pour ce matin. Quand même une bonne nouvelle avant d'aller manger. Il y a un cas polynomial. On a essayé de gratter, et puis on arrive à un truc qui est biologiquement complètement aberrant, on est d'accord. Hein. C'est polynomial quand vous avez un arbre et que les couleurs apparaissent au plus 2 fois dans l'arbre en question. On sait qu'à partir de 3, ça ne marche pas. Donc là, on est à la frontière. Hein. Dans un arbre avec nombre d'occurrences 3, on l'a vu auparavant, c'est NP complet. Donc on a descendu d'un cran et là, toujours un peu sous la dichotomie 2-3. Bon, le truc rigolo, je vais, comme je l'ai dit, terminer là-dessus. Donc vous imaginez que vous avez un arbre. Je vais sans doute le dire plusieurs fois, mais dans ce cas-là, il peut convenir, c'est assez confortable de l'enraciner. Donc vous supposez que la racine, qui est ici le sommet noir, appartient forcément à la réponse. Donc si ce n'est pas le cas, vous essayez plusieurs racines. Enfin, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez essayer plusieurs racines. Typiquement, j'ai demandé une couleur noire dans mon motif. Il y a peut-être plusieurs couleurs noires dans mon graphe, mais je les essaye les unes après les autres. Comme je n'ai pas plus que n sommets noirs, je fais n fois la même procédure. Donc imaginons que j'ai un arbre comme ça, dont je suis sûr que la racine, ici le sommet noir, doit appartenir à la réponse si elle existe. À ce moment-là, ce que je fais, en fait, je fais encore du SAT, mais ce coup-ci du 2 SAT. Donc je vais faire une équivalence entre mon problème et puis un problème donc de type SAT, où chaque clause est de taille 2 maximum, et donc de taille 2, parce qu'une clause de taille 1, c'est pas très intéressant. En fait, ce que je fais, c'est que pour chaque couleur qui apparaît 2 fois, souvenez-vous, hein, j'ai pas le droit d'avoir plus que 2 apparitions d'une même couleur. Alors là, je sais pas si elle se voit bien, ça c'est 2 violets clairs, et ça c'est 2 bleus. Peut-être pour ça, vous étiez... Là, je le vois très bien, mais là, ça marche pas très bien. Donc ces deux-là, je répète, celle-ci et celle-ci sont de même couleur, qui n'est pas la même couleur que celle-ci, et celle-ci qui sont de même couleur. Donc en fait, ce que je fais, c'est pour tous les sommets dont la couleur apparaît 2 fois, les sommets dont la couleur apparaît 1 fois, comme elle est dans mon motif, je sais que je suis obligé de les prendre. Donc en fait, j'ai déjà un petit peu épuré mon problème. Eh bien, j'affecte arbitrairement, il y en a un que j'appelle x1, l'autre que j'appelle x1 bar. Je fais ça pour tout le monde. Donc ces deux-là, vous voyez, ils sont de la même couleur, donc ils s'appellent x2 et x2 bar. Ces deux-là sont d'une autre couleur, mais cette couleur est identique, c'est la couleur 3, x3, x3 bar, etc. Donc je distribue mes variables, mes littéraux plutôt comme ça. Et en fait, sachant que la racine doit être présente dans mon motif,
j'ai toute une série d'implications. Si jamais x3 est dans le motif, bah, sachant que la racine est dans le motif et que je veux un truc connexe et que c'est un arbre, j'ai qu'une seule solution, il va falloir que je passe par x2. Donc x3 implique x2 bar. x2 implique x1 bar, etc., etc. Et je peux écrire toutes les contraintes que ça va me donner ici. Donc là, je me suis positionné sur le x4 qui est là. Si jamais je choisis ce sommet-là, ça veut dire que je vais avoir le littéral x4 qui va devoir être avré. Et donc, sachant que je veux un graphe connexe et que à la fois la racine et x4 sont dans la solution, si elle existe, eh bien, il va falloir que x5 y soit nécessairement. Donc x4 implique x5 bar. Et puis je peux faire pareil avec tout le monde, donc j'en ai écrit d'autres. Je suis parti du début, là, x3 bar implique x1, x5 implique x1, x3 implique x2 bar, etc., etc. Et en fait, on peut voir, c'est assez simple, qu'une implication, c'est la même chose qu'une clause de taille 2, qui est celle-ci. A implique B, c'est la même chose que B bar ou A. Et du coup, voilà, avec mon ensemble d'implications, j'ai cette formule SAT où chaque clause est de taille 2. Et vous savez peut-être, si vous ne le savez pas, c'est un résultat assez classique, que 2 SAT est polynomial. On fait ça en traduisant le problème dans un graphe orienté dans lequel on cherche des circuits. Bien, je pense que c'est un bon moment pour que je m'arrête là. Ah, j'ai encore un quart d'heure, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est comme pour les cours, moi je voulais laisser partir les étudiants plus vite. Ah, mais j'ai encore un quart d'heure, donc je continue, si ça ne vous dérange pas. Pardon, excusez-moi. Eh ben alors... Poser des questions alors ? Ah bah ouais. Oui, c'est un peu la même question que tu as eu plusieurs fois. Donc tu dis, si le motif il est arbitrairement grand, c'est trop dur. Mais c'est pertinent cette question, le motif arbitrairement grand ? Oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours pertinent quand on ne connaît pas le problème, d'essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Effectivement, en fait, je voulais pas forcément dévoiler tout de suite, mais si tu as un motif, par exemple, qui est de taille constante, ça devient polynomial. Et ça on va... Voilà, c'est exactement ça, ce que je vais raconter là. Et effectivement, dans la réduction que j'ai montrée, les autres, je m'en souviens plus très bien, mais il est fort probable que la plupart du temps, le motif soit de taille proportionnelle au nombre de sommets du graphe. Donc peut-être que, là je me souviens plus, il y a eu tellement de résultats, je ne sais pas trop ce qu'il y a entre les deux, mais il y a peut-être des choses à regarder entre ces deux aspects-là, effectivement. Alors peut-être que la suite répondra à certaines de ces questions-là. Alors ce dont je voulais vous parler ici, en gros tout est NP complet, sauf dans des cas qui sont ridiculement contraints, on va dire ça comme ça. Je voulais mettre en avant justement une façon d'essayer de répondre à des problèmes NP complets qui soient ni des heuristiques, qui soient exacts, mais qui soient un petit peu contrôlés au niveau du temps d'exécution. C'est ce qu'on appelle les algos FPT. L'idée principale, là, si on regarde le problème graphe-motif, c'est que justement, on en parlait à l'instant, les motifs, en règle générale, en tout cas dans la pratique, ont tendance à être petits. Les requêtes qui sont généralement mises en avant dans les cas pratiques, c'est des motifs de taille 15, 20, maximum 25, sur un graphe, on en a parlé tout à l'heure, qui fait plusieurs milliers de nœuds. Donc on voit un petit peu l'ordre de grandeur sur ce que je viens de dire. Donc une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que... je n'ai pas d'autres algos que des algos exponentiels pour répondre au problème, mais plutôt que d'être exponentiel en n, le nombre de nœuds de mon graphe, est-ce que je ne pourrais pas être exponentiel en justement la taille du motif, qu'on va appeler k ici. Donc le nombre d'éléments qu'il y a dans mon motif. Ça, c'est une première question. On peut même être un petit peu plus exigeant en se disant plutôt que le nombre d'éléments, je vais me poser la même question, mais avec le nombre de couleurs. Donc si mon motif est un ensemble K, le nombre d'éléments, et C, le nombre de couleurs, ils sont égaux, évidemment, mais si c'est un multi-ensemble, C va être plus petit. Donc si j'arrive à répondre positivement à la question 2, ça risque d'être plus rapide que si je réponds à la question 1. Parce que C est plus petit que K. Toujours. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle donc, les algos FPT. FPT, c'est pour Fixed Parameterized Tractability. Ce que ça veut dire, tractability, c'est traitable, ça sous-entend polynomial, et c'est polynomial quand le paramètre, donc le paramètre ici c'est K dans la première question, C dans la deuxième,
quand le paramètre est fixé, c'est-à-dire quand vous basculez le paramètre à une constante, vous obtenez quelque chose qui est polynomial. Dit autrement, la question c'est celle-là. Est-ce que je suis capable de trouver un algo qui répond au problème et dont la complexité, j'arrive à séparer en gros ce qui dépend du paramètre k et ce qui dépend de la taille de l'entrée n. Donc la complexité serait celle-ci, f de k multiplié par un polynôme ou n'importe quoi qui ne dépende que de n. Enfin n'importe quoi, non, il faut que ce soit polynomial, pardon. Je voulais dire polylogarithmique éventuellement, etc. Et f, pour le coup, doit être n'importe quoi, du moment qu'on puisse le calculer, donc peut être n'importe quoi. Ça va être une fonction qui ne dépend que du paramètre que je regarde. Et évidemment, sinon on aurait encore une fois résolu p égale np, f de k va être exponentiel en k, si on y arrive, c'est forcé, puisque le reste est polynomial. Donc l'idée c'est ça, est-ce que j'identifie un paramètre k, donc sur le transparent précédent il y en avait deux, il y avait k et il y avait c, et je me pose la question, est-ce que je suis capable de dégager un algo qui va avoir cette complexité-là, avec ce que je veux pour la première partie, et un truc polynomial en n pour la deuxième. Alors, généralement, c'est écrit de cette manière-là, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le facteur polynomial est dégagé. Alors, c'est un petit peu rapide, parce que si c'est n à la puissance 15, on risque d'avoir un peu de difficulté à le mettre en œuvre. Mais ce qui est intéressant, au moins en première approche, c'est de regarder ce qui correspond au paramètre k. Donc, la notation classique, c'est celle-là, O étoile de f de k. On n'a pas le droit à n puissance 4. Non. 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 N puissance. À k fixé, c'est polynomial, puisque tu interdis que l'exposant dépende de k. Alors, oui, quand k est fixé, là aussi c'est polynomial, mais ça peut l'être aussi. Alors là, ce que tu viens de dire, un algo qui est en grand taux de n puissance k, c'est la classe qu'on appelle xp. Je vais y venir, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les classes, etc. Mais. Oui, voilà. Là, comme on regarde un problème NP complet, on s'attend à ce que le f de k soit exponentiel, mais effectivement, ouais, non polynomial. Donc, de la même manière qu'on a bien aimé mettre les problèmes dans la classe P quand ça convenait, dans la classe NP complet quand ça convient, quand on a un problème qui répond à ce critère, on dit qu'il est dans la classe FPT. Après, donc, il y a toute une théorie de la complexité autour du FPT. Je vais être très très rapide là-dessus parce que je ne veux pas passer trop de temps. Donc on en a parlé il y a un instant. Là, ça, c'est les algos en n à la puissance k. Ça, c'est ceux dont je viens de parler. Et puis, entre les deux, il y a toute une hiérarchie assez compliquée. Mais ce qu'il faut retenir, je ne vais pas plus loin dans les détails, ce qu'il faut retenir, c'est que W1, c'est un peu l'équivalent de NP complet. Si vous pensez que P et FPT sont équivalents, FPT, c'est pas trop mal parce que l'exponentielle ou la non-polynomialité est contrôlée, elle ne dépend que de K. Donc ce serait le truc positif, comme P est un truc positif. Et l'équivalent, du coup, ce serait que W1 complet, c'est l'équivalent de NP complet. Donc en gros, j'ai un problème et je me pose la question, est-ce qu'il rentre dans la catégorie FPT ou est-ce qu'il rentre dans la catégorie W1 complet? Alors, il faut toujours associer le paramètre aussi, hein, évidemment. Alors, l'intérêt de cette... Enfin, c'est ça que je voulais mettre en avant. Je milite, entre guillemets, avec mes petits moyens, pour le FPT, mais je ne suis pas tout seul, donc ça c'est rassurant. Il y a énormément de choses qui ont été faites autour du FPT depuis à peu près le milieu des années 90, depuis une vingtaine d'années. Donc là, je vous ai mis à peu près tous les bouquins qui parlent de ça, dans un ordre chronologique, donc ça va. Encore une fois, il y en a un qui est accessible gratuitement. Alors apparemment, c'est l'habilitation de Fernao qui fait 538 pages, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qui donc vous pouvez la télécharger, il n'y a pas de souci. Elle est disponible et elle s'intéresse aux problèmes FPT pour aux algos FPT pour les problèmes de graphes. Ce qui est intéressant, c'est que à travers ça, il y a deux aspects qui me semblent intéressants à dire, c'est que d'une part, il y a énormément de nouvelles techniques, plus ou moins compliquées d'ailleurs, qui sont apparues pour démontrer qu'un algo est FPT, et ça continue, donc c'est vraiment une communauté qui est très, très vivante.
Et d'autre part, je suis aussi je milite un peu pour que pour les problèmes applicatifs, typiquement de bioinfo, on puisse utiliser ce type de méthodologie. Parce que la plupart du temps, en bioinfo, on utilise des heuristiques, parce que ça marche pas trop mal, voilà, donc les gens sont contents. Parfois, même sans trop comprendre, certains bioinformaticiens ou certains biologistes utilisent un logiciel qui est très fortement paramétré, mais avec les paramètres par défaut. Donc ils voient ça un peu comme une boîte noire, puisqu'ils ne sont pas forcément très versés dans l'algorithmique. Ici, au moins, ça donne un résultat exact, parce que le but du jeu, c'est de répondre de manière exacte au problème en un temps qui soit pas trop mauvais. Et je pense que ça peut bien marcher, notamment parce que, en dehors des algos comme ça, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des règles de réduction de données, dont je parlerai un petit peu à droite à gauche, qui permettent très certainement sur des instances réelles, et donc pas les instances pénibles finalement, de réduire les données et justement ensuite travailler sur vraiment ce qui est compliqué dans l'instance en question. Donc je pense que les algos FPT ont leur mot à dire dans, en particulier, les problèmes de bio et de bioinfo. Ouais, j'ai oublié de dire aussi, il y a une page web qui s'appelle comme ça, fpt.wikidot.com, où il y a des actualités, donc les papiers FPT qui sont acceptés dans les confs, les meilleures complexités pour les problèmes classiques, vous avez un tableau des complexités connues, voilà, la communauté qui vit un petit peu à travers ça. Donc c'est intéressant, je trouve. Ils éditent une newsletter sous forme PDF tous les 3-4 mois. Vous pouvez vous y abonner si vous voulez, vous la recevez par mail par exemple. Alors, dans les 3 minutes qui me restent, et là je vais terminer après ce transparent-là, plusieurs techniques existent pour démontrer qu'un algo est FPT. J'en ai cité 4, mais il y en a bien d'autres. Si vous prenez le bouquin le plus récent que j'ai listé sur le transparent d'avant, c'est une somme qui liste tout un tas de choses comme ça, et les autres aussi d'ailleurs. Je vais m'intéresser, alors je pense que je vais parler à peu près de ces 4 choses-là, soit à travers ce qui se passera demain, soit à travers les exercices, donc demain matin ou demain soir. Un truc que vous connaissez sans doute, c'est la programmation dynamique. Donc c'est juste une programmation dynamique dans laquelle vos calculs, et en particulier votre table de programmation dynamique, va être exponentielle en le paramètre avec une faute d'orthographe, une coquille plutôt, donc ça va être exponentielle juste dans le paramètre. Donc typiquement, la programmation dynamique, pour obtenir votre solution, vous calculez une solution sur une instance légèrement plus petite, etc., etc. Donc vous avez besoin de collecter toutes les données intermédiaires que vous mettez dans une table de programmation dynamique. Et le coup classique, on le verra demain matin, vous avez une table de programmation dynamique qui fait une taille, par exemple, 3 à la puissance k, et donc le temps de la remplir, ça coûte 3 à la puissance k, si c'est fait en temps polynomial à chaque fois. Et donc ça marche très bien dans certains cas. Vous avez les arbres de recherche bornés, qui ne sont pas très subtils finalement. En fait, vous testez tous les cas, mais justement, il faut les tester de manière... il faut montrer que vous arrivez à tester tous les cas en éliminant un certain nombre, de telle manière que finalement tous les cas possibles, pareil, le nombre de cas possibles soit quelque chose qui ne dépende que de cas. Et ici, c'est une parenthèse fermante qui manque. Vous avez la kernelisation, donc kernel noyau. Vous essayez de réduire votre instance de départ. Donc vous avez une instance i, un paramètre k, et à travers justement des règles de réduction de données, vous dites, ah ben non, quand il arrive ça, ça ne peut pas exister, donc ça je le retire, etc., etc. Vous aboutissez à une instance qui est plus petite, i', avec un nouveau paramètre k' qui est généralement inférieur à k. Et puis ensuite, il faut démontrer que sur i', vous êtes capable de résoudre le problème en le temps voulu. Et typiquement, si i' est de taille f de k, justement, bah vous avez gagné. Si sa taille ne dépend que de k, vous avez gagné. La compression itérative, c'est une autre technique. Et le color coding, donc ça, c'est une technique de probabiliste, dont je parlerai un petit peu la fois prochaine. Donc je pense qu'il est temps que je m'arrête là. Merci.